Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Donc la fois dernière, on a entamé cette partie relative à un TP en utilisant un logiciel qui s'appelle TuiteSoft. Je vous ai dit qu'on va le voir rapidement ensemble pour vous donner euh, quelques consignes, comme ça vous aurez le temps pour peut-être le maîtriser davantage plus tard. Donc, alors, on a l'exemple, on a traité le cas de l'ascenseur, d'immeuble à 4 niveaux. Donc, j'ai essayé d'expliquer un petit peu rapidement un petit peu le fonctionnement de ce système simple, avec bien sûr une partie opérative et une partie, on va dire, commande. Et l'interfaçage, bien sûr, qui va avec, c'est-à-dire les cartes entrée-sortie. Donc, et via ces cartes qu'on peut bien évidemment contrôler les actionnaires, puis recevoir les, les signaux via les capteurs, puis via la carte d'entrée pour pouvoir entamer une autre action permettant l'ouverture, la fermeture des portes, puis la montée et la descente de votre cabinet. Donc, j'avais déjà expliqué tout ça. Donc, ce qu'il fallait retenir, c'est notamment les entrées et les sorties et la description. Donc, j'avais donné quelques références relatives à ces entrées qui sont liées directement à la réceptivité au niveau graphe 7. Donc, vous avez l'ensemble des capteurs qu'il faut utiliser, que ce soit des capteurs à chacun de ces niveaux. On a travaillé sur le niveau, par exemple, 3, puis après, on peut travailler sur les autres niveaux. La même chose pour l'ouverture et la fermeture des portes. On a des capteurs qui nous permettent de savoir est-ce que la porte est ouverte ou fermée. De même pour les sorties, rappelez-vous qu'on nous avons dit que les sorties sont directement liées aux actions attribuées ou là, qui sont directement liées aux différentes étapes de ce graphe 7. Et bien évidemment, ces sorties, ils ont leurs propres adresses relatives, dans notre cas, dans le cas de l'ascenseur, bien sûr, et dans le cadre d'un cahier bien spécifié par le constructeur. Ces sorties, ils ont leurs propres adresses qu'il va falloir bien évidemment prendre en considération. Ici, juste l'explication, la description de ces sorties qui représentent en gros des actions. Et donc, on a travaillé déjà sur un moteur monté cabine, les moteurs descendre cabine, puis après, on peut utiliser d'autres types d'actions, type voyant présent au niveau d'une cabine niveau I, 1, 2, 3, etc. Puis voilà, donc en fonction du cahier de charge, on peut utiliser pas mal de choses. Donc là, j'ai expliqué un petit peu le passage d'un graphe 7, en gros, via un langage intéressant, le langage ladder. C'est le plus utilisé d'ailleurs au niveau industriel. Il est simple d'ailleurs. Et la plupart des ingénieurs l'utilisent pour sa simplicité et surtout la capacité d'expliquer aux non spécialistes dans le domaine des systèmes automatisés autonomes, euh, ils vont comprendre en gros de façon plus facile. Donc, j'avais ensuite montré que d'abord, lorsque vous avez un GraphSat et vous voulez chercher son équivalent en termes de langage ladder à contact, donc d'abord, il faut déclarer les différentes entrées et donc vous avez ici en gros, à part cette entrée qui permet l'initialisation de votre GraphSet, qui a bien évidemment une adresse spéciale, hein, d'accord? Et après, vous avez 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3 entrées qu'il va falloir déclarer avant de passer à la déclaration des sorties. Donc, les entrées d'abord.
Ensuite, il faut utiliser l'instruction post pour séparer entre les entrées et les sorties. Et après, on va compter le nombre des actions liées aux différentes étapes. Ici, en effet, on a 1, 2, 3. Donc, on doit trouver obligatoirement 3 sorties avec leurs adresses respectives. Une relative à l'étape 1, notée X1, l'autre relative à l'étape 2, notée X2, et la dernière relative à l'étape 3, notée X3. Et bien sûr, vous avez ici des adresses, bien sûr, à associer à ces différentes sorties. Donc, là, dans le cas séquentiel, puis après, on a montré le cas de séquence de divergence. J'avais précisé que lorsque l'étape ne contient pas d'action, donc on n'a pas le droit de déclarer, puisque ce ne sont pas des étapes, en gros, pour lesquelles nous avons des actions. Donc, il n'y a pas de vraie sortie. Ça peut être tout simplement le synchronisme ou autre. La même chose ici, vous voyez, on n'a pas d'action sur les étapes et donc je n'ai pas utilisé les adresses et bien sûr le réseau relatif à chacun de ces étapes puisque les actions ne sont pas là. Et ça veut dire que les sorties ne sont pas présentes. Après, on a travaillé sur cet exemple simple. Donc, cabine est montée au niveau 3. Les capteurs de position détectent la cabine à l'étage. Et puis après, on a temporisé avec une temporisation de 5 secondes. Puis, la cabine, bien sûr, va descendre en rez-de-chaussée. Donc, cela, on l'a traduit en un graph set qui est le suivant. Donc, bien sûr, il faut déclarer les différentes adresses. Je n'ai pas mis les adresses, mais bon, donc on le sait. D'après le tableau relatif aux différentes entrées, aux différentes sorties, vous avez déjà les adresses correspondantes. Donc, par exemple, pour CP3, barre qui représente un contacteur normalement fermé, a une adresse, si je me trompe, c'est bien 0 I012 ou la I013, je pense I012. Donc, Hadassah permet de vérifier qu'il n'y a plus de cabine et donc après je fais l'action permettant de monter la cabine bien sûr au niveau 3. Donc ça, je l'ai déjà expliqué. Là, c'est l'instruction relative à la temporisation qu'on a déclarée au niveau de l'étape 3, qui représente d'ailleurs une action. Et donc, on a dit, d'après ce que je viens de dire au diapo passé, que vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5 entrées. Donc, il faut obligatoirement trouver les 5 entrées ou bien les 5 sous-systèmes, les 5 réseaux relatifs à ces entrées. C'est ce que j'avais montré ici. Donc, vous avez l'entrée 1. Hadi, c'est plutôt le réseau relatif à l'initialisation de votre graph set. Ça veut dire celle-là, c'est cette entrée-là. Après, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ça, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je dois trouver 5 réseaux qui traduisent ces différentes entrées. 1, 2, 3, 4. Le cinquième doit être juste, voilà, le cinquième, elle est là. Puis après, bien évidemment, j'avais dit, il faut utiliser l'instruction post pour pouvoir séparer entre les entrées et les sorties, comme noté ici, d'accord, post. Donc, je vais introduire post, puis après, je déclare les différentes actions que j'ai. Je dois savoir combien d'actions j'ai. Je vais identifier dans mon exemple qu'il y a 3 actions donc, associées à ces 3 étapes. 1, 2, 3. Donc, je dois déclarer les 3. Une est spéciale, c'est bien sûr celle-là, puisqu'il s'agit d'une temporisation. Donc, la temporisation, nous avons un bloc dans le logiciel Tuidosoft relatif à Schleder de PL7, en gros. Donc, on peut introduire un bloc de temporisation, puis le programmer sur la durée qu'on veut rester au niveau de chaque étage. Donc, c'est ce que vous allez voir au niveau de la partie 2. Donc, là, l'instruction post
Et après, vous voyez 1, 2, 3. Première action, deuxième action, troisième action. C'est cette action-là qui me permet de temporiser en gros mon système. Donc, peut-être je vais vous montrer sur le logiciel directement comment ça marche, même si on n'a pas d'automate et on n'a pas de système. Attendez, c'est pas lui, c'est lui. Donc, vous allez ouvrir votre logiciel TuiDeSoft. Je ne sais pas s'il y a une version gratuite en ligne. Ensuite, vous allez ouvrir votre projet, puis vous démarrez votre programmation en utilisant le langage ladder. Donc, dans un premier temps, je vous conseille d'un petit peu découvrir les différentes icônes, les différents sous-systèmes, programmes que vous avez ici, en termes de matériel, puis logiciel, puis programme. Après, pour la programmation, il n'est pas trop compliqué. Je vais vous montrer rapidement comment on peut insérer les différents réseaux. Donc, on vient ici, puis après, je regarde, par exemple, ici, insérer, ici, éditer, puis après, vous avez d'autres types d'icônes, afficher les étapes sur le graph set, par exemple, afficher le ladder. Donc, vous avez pas mal de choses que vous pouvez découvrir. Donc, je vais introduire mon réseau. Donc, cette interface va apparaître. Et vous voyez ici un certain nombre de choses qui représentent le langage ladder, les contacteurs, les bobines, puis les temporisateurs, etc., etc. Donc, il y en a par exemple, on va démarrer la programmation. Je vais cliquer sur cette bande grise et je démarre par l'étape initiale. Donc, je vais lui donner ici, donc vous voyez ici un chiffre. Vous mettez par exemple l'étape 1. Excusez-moi. Donc, hop, j'arrive pas, pourquoi? Parce que normalement, ça doit aller. Si je mets standard, non, c'est l'étape initiale normalement. Ok, ça marche. Voilà, donc vous voyez, cette instruction va apparaître comme j'avais montré sur mon diapo la semaine dernière. Rapidement, je vais vous montrer. Voilà, c'est ici. Je suis en train de traduire. Donc, c'est cette instruction que j'ai mis qui représente le lancement de l'étape initiale. Donc, pour un petit peu suivre avec moi ce que je suis en train de faire. Puis après, je vais bien sûr mettre mon curseur juste au-dessus de la bande grise, puis je vais introduire, par exemple, j'ai besoin d'un contacteur normalement fermé, c'est lui. Donc, mettez le curseur juste dessus et vous allez voir contacteur normalement fermé et je clique ici. Ensuite, juste dessus, je vais mettre l'adresse convenable. Donc, par exemple, ici, pourcentage I 0, c'est ça, point 12, par exemple. Voilà, j'ai mis mon adresse, comme ça, il va le reconnaître. Puis après, je vais introduire la bobine, parce que j'ai besoin d'une bobine. Donc, je vais ici. Il y a une palette étendue de langage. Vous cherchez, vous avez pas mal de choses que vous allez voir ici. Par exemple, des contacteurs spéciaux, des blocs fonctions. Moi, j'ai besoin d'une bobine spéciale de ce type-là. Et je vais lui donner la valeur 1 en étant donc, comme ce que j'ai montré dans le niveau cours, donc c'est celle-là, ça ressemble à celle-là. Donc, active l'étape I après avoir désactivé l'étape courante. Voilà, comme ça, vous faites une lecture directement et vous faites un lien entre le cours et l'utilisation de ce logiciel. Comme ça, vous ne serez pas perdu. Donc, une fois que vous avez fini le réseau, il faut obligatoirement valider ici. Donc, il faut cliquer sur accepter. Il va l'insérer directement sur votre programme principal. D'accord? Donc après, je vais essayer de finaliser parce que je vais peut-être traduire. Je vais essayer rapidement. C'est pas lui. Je vais traduire rapidement, par exemple, mon exemple, lui. Donc, là, j'ai pas mis des adresses, mais bon, donc, je vais essayer de déclarer mes différentes. Donc là, j'ai besoin d'un contacteur normalement fermé. Puis après,
un contacteur normalement ouvert, donc le même capteur, mais au début, je l'ai programmé pour qu'il me dise qu'il n'y a pas de cabine, parce que s'il y a une cabine, je ne peux pas monter. Ça veut dire que je suis déjà dedans. Si après, je vais lui demander de monter, puis après, il va capter la présence de la cabine et je temporise directement. D'accord? Donc, je vais introduire un autre réseau. Je viens directement ici vers insérer. L'interface va apparaître. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le contacteur normalement fermé, mais plutôt contacteur normalement ouvert. Mais avant, je pense qu'il faut aussi mettre l'étape initiale ici. Et je lui donne cette fois-ci la valeur de. D'après, je vais insérer mon contacteur normalement ouvert et je lui donne la même adresse que tout à l'heure. Alors, I0.12. Entrée. Et vous mettez la bobine concernée en lui donnant la valeur cette fois-ci 2. Donc, on a compris pourquoi, parce que ça permet d'activer l'étape suivante, etc., etc. Donc, vous voyez comment je peux avancer dans mon raisonnement de façon simple, tout en regardant ce graph set, où là, il y a possibilité, bien sûr, de mettre votre graph set ici, comme ce que j'ai mis ici dans mon exemple, et vous mettez à côté le graph set, le langage ladder concerné, de votre programme, puis après, vous mettez directement tout ça sur votre interface ou votre programme relative à ce langage ladder. Donc, je fais la même chose, je vais insérer un autre réseau. Alors, je dois cliquer aussi une autre fois, peut-être pour ne pas... bon, je vais essayer de rajouter une autre étape, donc ça serait la 3, je pense. OK. Et après, je vais utiliser cette fois-ci un contacteur normalement ouvert. Ici, je vais utiliser, par exemple, une temporisation que je peux noter, par exemple, M0, là, ce que je veux. Par exemple, je l'ai noté dans l'exemple ici, M1. Donc, je peux lui donner la valeur M1. Il faut qu'il soit, donc, parce que je n'ai pas noté de la même manière que l'exercice sur l'autre diapo. L'essentiel, c'est que je dois le déclarer aussi ici. Vous voyez, un pourcentage M1. Et je lui donne, je lui affecte la bobine numéro, par exemple, 4, ou la 3 dans mon cas, je pense. Donc, voilà, donc je vais mettre contacteur normalement ouvert. Je lui donne un nom, adresse M1 par exemple, et je vais lui affecter la bobine numéro 4. Par exemple. Je pense que c'est la 4, si je ne me trompe pas. Et je valide. C'est la 3. Donc, je peux changer ici directement. Voilà, ça marche. Après, bien sûr, une fois que vous avez, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la chose, l'essentiel, vous allez comprendre comment programmer. Puis après, si j'avais l'automate, je peux vous montrer comment charger directement sur l'automate, puis faire tourner votre système. Mais ce n'est pas grave, donc on essaie. Donc maintenant, vous allez utiliser Post. Post.com, ça permettra de séparer en gros entre les entrées et les sorties. Donc, vous le voyez ici. Et après, je vais changer la notation. C'est tout à fait logique parce que là, je vais déclarer les sorties. Regardez, je vous ai montré comment on déclare les sorties. Peut-être ici n'est pas clair. Je vais voir sur un exemple. Voilà, cet exemple-là. Je vais agrandir un petit peu. C'est pas trop clair, mais bon, c'est écrit à la main. Donc, vous voyez, donc je vais déclarer dans cet exemple, pour suivre, dans cet exemple, vous avez 1, 2, 3 actions. Donc, vous voyez 1, 2, 3 actions. Donc, chaque action, bien sûr, a sa propre adresse.
et qui représente bien sûr une sortie avec une adresse spéciale. Donc là, je vais déclarer la X2, je pense, c'est ça. Donc, et je lui affecte l'adresse qu'il faut. Donc là, je vais mettre un contact ouvert, puis après, normalement ouvert. Après, je lui affecte X2. Ensuite, je vais chercher la bobine que je peux récupérer d'ici. Je pense, voilà, bobine. Et je vais lui mettre, donc bobine relative aux adresses. Je vais lui affecter l'adresse Q, je ne sais pas, c'était Q2 là. Donc je vais mettre Q2 pareil. Là, Q, un pourcentage Q0.2. Voilà. Donc là, j'ai déclaré mon, mon premier réseau relatif à la sortie X2. Je valide. Vous voyez, il est apparu ici. Après, je peux rajouter l'autre entrée, mais je vais lui donner quand même un temporisateur. Je vais vous montrer comment on cherche un temporisateur. Donc d'abord, je vais introduire un autre réseau. Je viens ici vers insérer. Puis après là, on rajoute rien. Donc, je vais juste mettre une deuxième sortie, pourcentage Q0. Non, pardon, ici, je n'ai pas les étapes, c'est le nom de l'étape X2. Et c'est là où je vais insérer un temporisateur. Temporisateur, vous pouvez le récupérer d'ici. Vous voyez bien au niveau de la colonne à ma gauche. Ou bien vous le récupérez d'ici. Temporisateur. Donc, faites comme vous voulez. Il faut juste glisser. Normalement, il doit être glissé directement. Je vais l'insérer d'ici. Pourquoi j'arrive pas? Voilà. Donc, après, une fois que vous avez introduit, vous cliquez, double-clic, vous mettez, par exemple, le nom de votre temporisateur. Si je peux mettre, par exemple, ici 1, normalement, il va s'afficher à ce niveau-là. Puis après, vous lui donnez la durée que vous voulez en choisissant une base donnée. Par exemple, ici, les bases qu'on a, 1 milliseconde, 10 millisecondes, 100 millisecondes, 1 seconde. Donc, je prends, par exemple, 1 seconde et je lui affecte 5 pour dire que j'ai besoin d'un temporisateur de 5 secondes. Vous voyez, ça a changé en termes de nom et mes 5 secondes sont apparues ici. D'accord? Puis après, je continue. Donc, je vais mettre mon curseur ici et je vais affecter la bobine avec l'adresse qu'il le faut. Là, pour moi, l'adresse, par exemple, c'est quoi? C'est M1. Je pense c'est, voilà, l'adresse d'y aller, c'est bien M1. Parce que c'est ce que j'avais déclaré, parce que je n'ai pas une adresse spéciale pour ce temporisateur. Donc, je lui mets l'adresse M1. Il va le reconnaître, bien évidemment. Et je vais valider. Vous voyez, il est déjà inséré dans mon réseau global, dans mon programme global. Je fais la même chose, insérer. Je viens ici, j'utilise l'étape 3. L'étape 3, voilà, plutôt la sortie 3, ça veut dire DC, pour laquelle j'ai une adresse 02. Je me suis trompé tout à l'heure, j'ai mis 02 ici. Donc, la 04 pour monter cabine, la 02 pour descendre cabine. On peut le rectifier. Donc là, je vais mettre pourcentage X3 et je vais mettre ma bobine. Je lui donne l'adresse Q, on a dit 0.2, la point 4. Voilà. Et l'autre, 1 des deux, peu importe. Vous avez compris un petit peu l'astuce, 0,2. Et l'autre, il est à 0,4. Donc là, je peux mettre 0,2. OK. Je valide. Et ici, je peux faire cette modification, je pense. Voilà.
Je vais mettre 4 et mon affaire réglée. Donc, une fois que vous avez fait votre programme, donc il ne doit pas rester là. Bien évidemment, on doit le charger dans un calculateur. Là, en général, on utilise des automates. Donc, même si je n'ai pas l'accès, en moins, je vais vous montrer comment faire. D'abord, il faut établir une communication en choisissant, vous allez vers Automate, sélectionnez une connexion, puis après, il se peut que vous avez une liste de canaux de communication. Vous choisissez celle qui a été, bien sûr, validée par le constructeur. Je suppose, par exemple, que c'est le COM A ici. Vous validez et donc il va le prendre en considération. Ensuite, ça n'est pas fini. Il faut se connecter. Donc, à connecter, normalement, puisque j'ai déjà la connexion entre la partie commande et la partie opérative, une fois que je clique, là, ça va pas me donner l'accès. Mais une fois que vous avez cliqué, logiquement, qu'est-ce qu'il va dire? Là, il va me donner une erreur, c'est certain, parce que je n'ai pas de connexion entre la partie commande et la partie opérative. Mais en général, il va donner cette possibilité une fois que vous avez fait vous voyez, donc là, il ne me donne pas, c'est tout à fait logique. Donc, en gros, il va me donner quand même l'interface, vous allez le valider, puis après, lui, il va se mettre au contact et tout de suite, il va charger le programme, donc ici, que lui, il connaît sans problème, il va le charger dans l'automate, puis après, regardez avec moi, Naya, vous avez exécuté. Ça ressemble un petit peu à un langage classique, type langage C, etc. Donc, il exécute, ça veut dire, une fois que je le lance, l'automate il va se mettre directement en contact avec la partie opérative, en l'occurrence votre ascenseur, et donc il va exécuter exactement ce que vous lui avez envoyé comme programme. Donc, voilà donc une idée générale pour vous, pour pouvoir par la suite faire une programmation digne de n'importe quel système, pas obligatoirement l'ascenseur, ça peut être autre chose, d'accord? Donc voilà, parce que je vous ai promis de vous montrer un petit peu comment faire. Maintenant, je vous ai donné ce cahier de charge, donc je vous laisse le faire. Mais ça serait un petit contrôle que vous allez me rendre, vous m'envoyez sur ma boîte mail, que je vais prendre en considération. Donc, Hada, je ne vais pas le faire. Je vous ai demandé de le faire, donc vous avez le temps. Donc, je vais vous montrer, plutôt vous dire, c'est quand on aura déjà l'examen, parce qu'il me reste juste une petite partie, mais en utilisant un autre logiciel c'est aussi important, les Step 7 de Siemens. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était Schneider de PL7, c'est un logiciel français. Le deuxième, c'est un logiciel de Siemens, c'est plutôt allemand. Ils sont très utilisés au niveau industriel. Donc, voilà. Donc, Hada, ça reste un devoir à faire à la maison, à me rendre juste après la fin de ce cours. Ça veut dire, je vais vous donner une petite semaine pour le faire. OK. Maintenant, va faire un autre TP, on va dire, une autre activité relative à la gestion de feux de carrefour. Ce sont des TP qu'on donne aux étudiants pour qu'ils puissent maîtriser ces différents logiciels. Donc, l'objectif de ce TP est de faire la conception d'un système de commande en temps réel en utilisant le formalisme Graph7. C'est important comme approche dans l'utilisation de la partie commande. Donc, pratiquer la traduction en un langage de programmation et voir que l'on peut implanter le parallélisme sous forme d'un programme séquentiel. Ceci sera illustré par l'automatisation du feu d'un carrefour en gérant les séquences du feu d'un carrefour et les détections de véhicules et de piétons. Donc, vous voyez que c'est important, c'est ce qu'on voit dans la vie quotidienne, donc, en traversant les carrefours. Puis aussi, l'objectif, c'est de programmer l'automate programmable de Siemens et de se familiariser avec le logiciel Step7, mais aussi un autre logiciel PL Sim, avec l'utilisation, bien évidemment, d'un cahier de charge par le langage à contact LADER.
Alors, là, j'ai pas pu صراحةً l'installer, mais bon, donc هذا ce logiciel aussi intéressant. Donc, une fois que vous installez, cette icône va apparaître, c'est Semantic Manager. Donc, la mise en place d'une solution d'automatisation avec StepSet nécessite la réalisation des tâches fondamentales suivantes. Donc, vous avez la création de projets, et puis la configuration matérielle, OK? Bien évidemment, tout en prenant en considération les données données par, ou fournies par le constructeur. Tout d'abord, vous cliquez sur l'icône schématique que vous aurez sur votre bureau. Ensuite, la fenêtre du gestionnaire de projet schématique s'ouvre. Alors, le glissement de projet, le gestionnaire de projet schématique constitue cette interface. Là, l'interface d'accès à la configuration et à la programmation. Donc, j'ai ici juste l'explication sur le comment faire. Donc, en tout cas, c'est simple. Si vous arrivez à obtenir une version gratuite, ça serait bien de l'étudier. Ce qui est important, c'est qu'on peut faire des simulations via le PLSIM. On n'est pas obligé de faire des choses en temps réel, ça veut dire avec le matériel. Donc, vous pouvez créer des projets, configurer et paramétrer le matériel, configurer le fonctionnement en réseau du matériel, puis programmer des blocs et à la fin, tester et mettre en œuvre vos programmes. Donc, voilà la première interface qui va apparaître. En général, on clique sur Suivant. Vous cliquez donc sur Suivant et notre fenêtre s'ouvre. C'est celle-là que vous voyez devant vous, destinée au choix de CPU. Donc, votre CPU, bien évidemment, il va nous donner pas mal de CPU. Donc, nous, on va choisir plutôt la 313C. Le numéro de référence, c'est simplement le numéro de catalogue de cette pièce. Ainsi, l'adresse de communication MPI doit être fixée à 2. Donc, en gros, à ce niveau-là, vous gardez l'adresse MPI 2 et le CPU. Il y a une chose, Naya, dans le cas de nos matériels qui existent à l'école, donc il y a toujours cette apparition de entre parenthèses, il faut le supprimer, sinon l'automate ne va pas reconnaître votre programme une fois que vous lancez le transfert du programme vers l'automate. Donc, une fois que vous avez fini, donc cliquez sur Suivant et donc vous avez une autre fenêtre qui va apparaître. Sur cette fenêtre, on voit des OB, donc ce qu'on appelle en gros des blocs organisationnels. Donc, pour nous, on va choisir le OB1 et regardez avec moi, vous avez 3 langages qui apparaissent. Vous avez le langage list, ensuite vous avez le langage contact, puis vous avez le langage, on va dire, logique ou se base sur le formalisme graphique Graph7. Donc là, on utilise le deuxième cas, contact, et vous mettez suivant. Voilà, donc là, il va apparaître une autre fenêtre pour laquelle il vous demande d'ailleurs de donner un nom spécial à votre projet. Vous mettez ce que vous voulez, votre nom, l'essentiel, un nom que vous reconnaissez par la suite et que vous pouvez l'utiliser à chaque fois que vous avez besoin. Alors, ensuite, on a une partie, bien sûr, configuration matérielle. Donc là, c'est vrai qu'il faut peut-être être sur place pour expliquer davantage, surtout que je n'ai pas sur moi le logiciel. Mais bon, donc après, vous aurez le maximum possible d'informations pour pouvoir configurer votre logiciel, puis utiliser. D'ailleurs, j'ai une vidéo que je peux partager avec vous, bien expliquée. Ça peut vous aider davantage pour maîtriser ce langage, que ce soit StepSet, Siemens ou le langage interface de simulation PLC. Après, donc, on va vers configuration, comme je disais, matériel. Vous cliquez, double-clic, donc vous avez cette interface qui va apparaître. En gros, on essaye de faire un choix
là, il n'est pas clair, mais bon, donc, surtout l'alimentation, parce qu'on aura besoin de choisir soit 5 ampères, soit 3 ou 2 ampères. Donc là, dans notre cas, on choisit 5 ampères. Ça veut dire que vous allez cliquer ici, vous allez mettre votre curseur ici. Vous allez sur la liste des différentes alimentations qui sont disponibles sur votre logiciel, puis vous cliquez sur la bonne, sur la plus utilisée, plus convenable. Il va apparaître ici, puis après, il faut juste cliquer sur l'icône ici pour pouvoir enregistrer et configurer votre matériel. Voilà, donc dans la fenêtre de configuration, donc on a quelques phrases permettant d'expliquer davantage la partie configuration matérielle. Vous voyez apparaître plusieurs régions. D'une part, la fenêtre de configuration qui montre la localisation du module dans les rails de montage. En position 2, vous retrouvez le CPU, donc ici. C'est la position de ici, votre CPU que vous avez programmé, la 312 ou la 313C. OK. En dessous, vous retrouvez la description plus détaillée de la configuration de ces modules. Donc, une fois que vous avez le logiciel, vous allez découvrir tout ça. Après, j'essaie de donner quelques détails. Donc, pour créer un programme, vous cliquez sur le répertoire bloc, d'accord, qui contient les blocs que vous devez charger dans la CPU, parce que c'est là où on va vraiment utiliser notre programmation afin de réaliser la tâche d'automatisation. Il englobe notamment quelques blocs, un bloc fonctionnel, banque organisationnelle, etc., et qui contient les programmes. Donc, les blocs de données DB, d'instance, et des globaux qui contient les paramètres de programme. Alors, dans notre cas, on va utiliser plutôt le bloc OB1 et qui est généré automatiquement dans la CPU. Donc, là, c'est le bloc organisationnel, je dirais, numéro 1. Voilà ce qui va apparaître. Une fois que vous cliquez sur ce bloc-là, donc vous voyez ici une certaine ressemblance par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure. Bien sûr qu'il y a aussi des différences. L'essentiel, cette interface nous permettra justement d'introduire notre langage ladder pour pouvoir programmer notre système. Donc, il y a l'apparition aussi des contacteurs, vous voyez. Il y en a le réseau. Ce réseau, il faut cliquer dessus. Donc, un style comme celui-là va apparaître, qui représente aussi le réseau. Et après, je peux introduire mes bobines, mes contacteurs. Comme ça, je vais essayer de réagir. Donc, à partir de l'entrée, je peux contrôler la sortie représentée par la bobine. Et vous avez d'autres choses, d'autres outils qui permettent, par exemple, de travailler sur le parallélisme, etc., etc. Voilà, donc là, ce que vous voyez, c'est le simulateur, donc c'est PLSim. Donc là, en gros, donc pour récupérer le simulateur, donc il faut cliquer sur cet écran que vous avez dans votre programme principal. Je reviens un petit peu en arrière. Donc, alors, je pense que je ne l'ai pas montré. Oui, il est là. Voilà, donc c'est ça. Donc cet écran-là, dans le programme principal, c'est le programme principal, dedans il y a la configuration matérielle, puis après on va passer vers la programmation. L'icône qui permettra de récupérer le simulateur PLC, d'accord? Donc, je reviens maintenant sur le diapo concerné. Donc, on a c'est la partie bloc organisationnel qui me donne l'accès au programme relatif à ce langage à contact. Et je peux bien sûr programmer. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand vous déclarez les entrées et les sorties, les entrées par ces contacteurs, qu'ils soient normalement ouverts ou contacteurs normalement fermés, puis la bobine, donc qui représente en gros des entrées et des sorties. Donc, au niveau de votre simulateur, bien évidemment, il faut les déclarer. Il faut les déclarer. Donc, une fois qu'on a cliqué sur cet écran, il va apparaître ce simulateur. D'accord? C'est un système de programmation virtuelle. Et dedans, vous déclarez. Vous voyez E pour dire entrée, A pour dire sortie. En anglais, on trouve plutôt I et Q.
I pour dire entrée et Q pour dire sortie. Donc, chaque entrée, sortie a 8 bits. Ça veut dire, c'est un octet qui représente une entrée qui représente en gros 8 entrées possibles. Ça veut dire que je peux utiliser l'entrée E1 comme je peux utiliser l'entrée E2, E7. La même chose pour les sorties. Tout dépend de ce que vous voulez utiliser comme entrée, mais surtout ce que vous voulez contrôler comme sortie. Et donc, si j'ai par exemple déclaré la sortie à 3, ben, certainement, une fois que je lance mon simulateur, pour le cas le plus simple, allumer une lampe, j'utilise juste un réseau avec une entrée et une sortie. Et une fois que je clique sur l'entrée ici, je vois apparaître euh, ou bien l'allumage, on va dire l'affichage d'un clignotement, ou là plutôt de l'allumage d'un de ces sorties que j'avais choisi. Donc voilà, donc un petit peu une explication, pas trop en détail, mais quand même intéressante. Comme je disais, je vais vous envoyer un lien sur une séquence que j'avais déjà enregistrée. Ça va vous aider davantage à comprendre ce logiciel. Donc voilà. Donc là, par exemple, j'avais déjà. Donc là, c'est des choses intéressantes que vous allez voir dans la vidéo. C'est que vous avez les lunettes, c'est important. Vous cliquez dessus pour pouvoir relancer. Il va vous donner la main. Ah, d'après, on essaie de voir est-ce que ça marche ou pas. En utilisant le logiciel PLSim, en cliquant sur, par exemple, je ne sais pas moi, 0, c'est-à-dire l'entrée 0, là, l'entrée 1, vous allez influencer, parce que ça représente une entrée, ça va influencer les sorties. Et donc, on voit que les sorties vont s'allumer sans problème. Mais bien évidemment, il faut cliquer d'abord sur la partie visualisation. Donc voilà, donc on est arrivé à la conclusion et la fin de ce chapitre. Avant de voir le côté conclusion de ce chapitre, je peux vous dire que nous avons essayé de toucher l'industrie 4.0. On n'a pas encore, pour moi, je parle de moi-même, l'industrie 4.0, ça n'est pas seulement ça. C'est pour moi une brique qui permet de fonder une grande introduction à l'industrie 4.0, parce que comme j'avais dit au début, ça n'est pas seulement le côté industriel classique qui comptait, ça n'est pas seulement l'automatique ou l'automatisation des processus industriels qui comptait, mais tout un certain nombre de technologies qu'on introduit en commençant par l'électronique, en passant par l'automatisation des robots pour pouvoir faire de la production en masse, puis aller vers la sécurité et la sécurisation de ces installations, puis aller au-delà de cette usine 4.0, ça veut dire sortir, toucher le côté logistique, et on parle de la logistique 4.0, on parle aussi du transport, on parle des chaînes d'approvisionnement, que ce soit au niveau interne ou externe. En tout cas, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. On essaie de faire ce qu'on peut pour quand même cerner, même à un certain pourcentage, à 20%, à 30%, ce côté industrie 4.0. Sachant que les autres modules sont aussi complémentaires. Et donc, la maîtrise de l'ensemble du module relatif à cette formation qui nous permettra de dire qu'on est en train de toucher l'industrie 4.0. Donc, les solutions des processus industriels dites intelligentes au niveau de cette industrie 4.0, l'automatisation et la robotisation des systèmes. On parle de la numérisation des documents au sein des établissements publics privés pour un petit peu avoir accès de façon plus facile, pour l'archivage, etc., etc. Puis, vous avez les technologies de reconnaissance visuelle et la transformation digitale de supply chain. L'industrie 4.0, on parle de l'application de l'Internet des objets, d'accord? On parle aussi de big data,
Donc, l'application et l'analyse avancée de ces super données qu'on a besoin, bien sûr, d'un certain nombre de mémoire pour le stockage, pour les utiliser à des fins utiles. Donc, bien évidemment, et notamment dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Bien sûr, l'utilisation de la robotique avancée et la collaboration. On a parlé de pas mal de choses dans ce domaine robotique, et notamment la collaboration entre robots, ce qu'on appelle aussi la collaboration entre robots et humains ou la cobotique. Vous voyez, donc c'est un petit peu très très vaste. Placer aussi des capteurs dans tout et partout, que voilà, pour rendre un système intelligent, puis après un département intelligent, ensuite une usine intelligente, puis un certain nombre d'usines collaboratives intelligentes, puis après sortir au-delà de l'usine pour parler de l'industrie 4.0 de façon très très globale. Aussi, on parle d'automatiser et tout analyser pour améliorer considérablement les performances et la satisfaction des clients. Et ben, voilà, j'y mets etc. pour dire qu'on n'a pas encore, on ne peut pas s'arrêter là, mais en moins, on a une idée, on est un petit peu sensibilisé, euh, et donc une fois qu'on est dans l'industrie, on doit faire attention à ce terme Industrie 4.0 pour lequel euh, je me sens qu'on est toujours au niveau de l'industrie 3.0 parce qu'une fois on est dans l'industrie 4.0, on parle de l'intelligence, etc. Et ça n'est pas toujours facile à cerner, même dans quelques pays développés en Europe, et ils n'arrivent pas aussi à y arriver. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ce cours. Donc, on est arrivé à la fin. Je tiens à vous remercier pour l'écoute, pour la présence. Et donc, voilà, donc on peut s'arrêter là, sachant que